Salut l'équipe. En 1993, IAM chantait « Le repos, c'est la santé ». Excellent son d'ailleurs que je vous conseille d'aller écouter. Cette chanson est aujourd'hui d'actualité en NBA et le débat est plus sérieux que jamais autour du repos. Y a-t-il trop de matchs? Les joueurs jouent-ils trop? Et surtout, ont-ils besoin de repos pour éviter la blessure? En attendant que M. Silver tranche cet épineux problème, nous, spectateurs et grands consommateurs de NBA, continuons à nous lever au plein milieu de la nuit pour voir un alléchant Cavs Clippers ou un Warriors Spurs. Mais quand on a dormi 3 petites heures et que finalement on se rend compte qu'on va assister à un match de National 3 sans superstar, la pilule est dure à passer. Alors messieurs les coachs, quitte à mettre vos superstars à la sieste, faites-le face aux Lakers, aux Suns, aux Nets ou même face à l'OM si vous en avez envie. Mais pourquoi choisir les grosses affiches pour ça? Pour l'instant, je n'ai pas de réponse, ce qui me laisse donc penser que vous nous prenez bien pour des cons. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Cette semaine, équipe réduite sans Wax qu'on embrasse. Wax qui est en studio car il aime bien dire, et il a raison, que son métier premier c'est... La musique. La musique. Oui, la musique. Stop, on arrête. Une pensée pour Emma Domas. Une pensée pour Emma Domas. Une grosse pensée pour Emma Domas, effectivement, et surtout une pensée pour notre ami Wax, c'est bien plus important qu'Emma Domas. Les gars, on va commencer très vite cette semaine avec le Tu préfères classique. Cette semaine, il y a eu une bagarre. Grosse bagarre entre Robin Lopez et Serge Ibaka. Tu préfères mettre un billet sur qui? Serge Ibaka, la force à l'état pur. Bien sûr Serge, évidemment. Qui d'autre? Steph. Robin Lopez, la touffe. Attends, on va recommencer. Ça va Steph? Oh, il est plus dépourvu. Là, les gens vont pas être contents. Ah ouais. Les gens. Ça va Steph? D'accord. Non. Salut les gars! Voilà. Bah, c'est vrai que le présentateur ne lance pas Stephen Brun là-dessus. Non, mais je pensais qu'en allant fort, il allait encore une fois Stephen Brun, tu vas voir. il allait enchaîner. Tu m'as habillé sur qui, toi? Robin Lopez, la touffe. La touffe, parce que gros, c'est amorti, tu prends des patates. Sans rien, mec. Enfin, là, il n'y a pas de touffe dans le Ouais, bas, mais parce que- bélier, position du bélier. Enfin, on a vu heureusement que les deux se touchent pas, parce que quand je vois la vitesse et la puissance des deux points, que ce soit des deux côtés, Compliqué de toucher, il y a trop de monde, il y a du monde autour. Non, Parce que si tu mets un crochet, tu mets une patate à ton partenaire qui n'a rien à voir. moi je pense Direct, qu'on a direct. quand même affaire à deux animaux et je mettrais quand même un petit billet sur Robin Lopez pour l'envergure. Tout à fait. Pour l'envergure. En général, dans les grosses bagarres, c'est celui qui touche en premier qui gagne. Ouais. C'est ça. Après, Serge a 65 ans, donc c'est compliqué de. Même à 65 ans, moi, si jamais il me provoque, je suis en grande difficulté. Tous les jeudis, maintenant, on attaque l'émission en parlant du NBA Sundays. Et cette semaine, messieurs, il y a une grosse affiche chez Russell Westbrook qui rend visite à James Harden et ça s'annonce très lourd. C'est un Sundays caramel. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! OKC, Houston, James Harden face à Russell Westbrook. Messieurs, c'est une grosse affiche. C'est ni plus ni moins que la course au MVP entre les deux prétendants. Regardez ce que ça peut donner. Oh my goodness! That is illegal what he does. This is for the game. Oh my! James Harden with a buzzer beater. Goes to rim. Slam dunk by Westbrook. Westbrook. Brady. Oh, what a move by Harden! Gets a dynamite dunk for Harden. Rendez-vous est donc prêt. Ils sont chauds, mes gars. Il était bon, ce petit mix. Hein. Ah, il met de la sauce, mon gars. On remerciera jamais assez la NBA de nous offrir ces images tous les jeudis pour vendre cette belle affiche entre les Rockets et OKC. Les Rockets sont solides 3e de la conférence Ouest. OKC va beaucoup mieux et 5e de la conférence Ouest. C'est une drôle d'affiche et une belle affiche en perspective. Ouais, moi j'ai envie de parier sur Houston. Allez, match d'attaque, on imagine un match d'attaque. Forcément. J'imagine non seulement une victoire de Houston, mais une victoire à plus de 120 points. Ça C'est Houston, ouais. Et j'aimerais surtout qu'il y ait deux triple-doubles. L'un pour James Harden, évidemment, et l'autre pour Russell Westbrook. On va chercher son 36e ou 37e triple-double de la saison. C'est cool, non? Moi aussi, je mise sur une victoire des Rockets et j'aimerais surtout qu'un des deux domine l'autre
pour avoir. Parce que peut-être que ce match va être déterminant dans les votes de MVP. Si jamais il y a un mec qui détruit l'autre, l'autre il va perdre des puntos face à son rival direct. Mais je vois les Rockets l'emporter à domicile sur une 3-point contest de ouf. Ryan Anderson, Eric Gordon, Lou Williams, James Harden. Et de temps en temps, le petit Suisse Clint Capella qui va conclure des petits alley-oop. Et en tout cas, ça va être un match où il va y avoir du puntos à gogo. Ouais, je vais pas être très original moi non plus. Pendant qu'on voit ce magnifique tableau, là aussi offert par la NBA, je vais mettre les Rockets parce qu'on sait qu'OKC a du mal face aux gros, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Ils ont souvent du mal face aux gros, même si cette année ils se sont offert les Cavs à domicile. Je vais quand même mettre avantage Houston, mais dans le duel El Barbou de Russell Westbrook, ça va être compliqué, ça va être très intéressant de voir ce match-up. Et tu as raison Steph, ça peut clairement peut-être donner un avantage à l'un ou à l'autre pour pourquoi pas, le titre de MVP qui sera décerné début mai en général. Ouais, au tout début des playoffs. Il y a des cadeaux. Exactement. Il y a des cadeaux. Bon, alors, cette semaine, on a des ballons à vous faire des gagner. ballons, vas-y, on voit la balle. Oh la chistera de Thomas Castagnère. Alors cette semaine, il y aura un ballon à gagner venant de Casey, évidemment, un autre qui vient donc directement du Texas. Pour gagner ces magnifiques ballons, évidemment, ils seront gonflés. Hein. Enfin, vous les gonflerez. Bah voilà ce qu'ils donnent en vrai. Oui. Pour ça, jouer. Ça, c'est les ballons pour jouer. Et ça, c'est les ballons pour bosser la, pour bosser la dextérité. Ça, c'est pour bosser la dextérité. Vous allez voir, c'est pour bosser le dribble, c'est très Les gars, bien. pour jouer comme chaque semaine, ça se passe dans les commentaires YouTube, sur ceux de Facebook, sur ceux de Twitter, sur Insta et sur Snapchat. Pour tenter de gagner, on va faire les passes décisives cette semaine, ça vous dit? Des deux joueurs? Des deux joueurs. Devinez, c'est mieux, devinez les passes décisives que feront à la fois James Harden et Russell Westbrook. Si vous tombez juste, vous gagnerez l'un des deux ballons. Un poste pour chaque joueur, évidemment. Et bien, exactement. Autre chose, vous pouvez retrouver ces produits sur le NBA Store Europe. On va vous mettre dans la description de la vidéo un petit lien spécial First Team. Si vous cliquez dessus, vous aurez une petite ristourne à votre premier achat. Ça peut être cool, non? Ça peut être très cool. Le principal, quand même, match à 21h30 ce dimanche, à suivre sur Beansport ou sur le League Pass, évidemment. Voilà, vous avez que l'embarras du choix. Nous, on sera en Snap Live. Et comme chaque Comme semaine. chaque dimanche. Chaque dimanche. C'est bon, on a fait le Ouais, c'est tour. bon. Allez, on peut attaquer le premier tour de table. Clock at 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, it's the game! Alors oui, cette semaine, les tours de table seront un petit peu plus courts, mais tout aussi intéressants. On va commencer avec toi, Steph. Qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Qu'est-ce qui t'a marqué, mon grain? Qu'est-ce qui m'a marqué, mon grand Ventriloque, apparemment. Jeff Panaclock, qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, ce qui m'a marqué tout ça, c'est Vince Carter. T'as taillé. Non, moi, ce qui m'a marqué, c'est Vince Carter. Comme quoi, le chiffre, c'est juste un chiffre. L'âge n'est juste un chiffre, en fait. Vince Carter tape un petit délire en ce moment. Il demande à ses mecs, avant les échauffements d'avant-match, de se filmer. Il met toujours un rituel, un tir du milieu de terrain, jump shoot, hein, les mecs. Il prend pas 3 pas d'élan pour balancer. Et après, il met un petit tomard. Donc là, c'est un petit 360 Statue of Liberty. Là, c'est un petit windmill arrière. Et il finit par un petit. Voilà, là, ça filoche bien. C'est un truc de ouf, Choup, quand même. une bonne petite ficelle. Et il se dit, hey, what about the Celui-là, tomard? je peux le faire. Hein. Et celui-là, T'enflammes pas quand même? Celui-là, beaucoup moins. celui-là. mec. Et il est fini par un rider avant de retourner au vestiaire, soit pareil pour le match. Et je trouve ça incroyable. Il ce est garçon. facile en plus, Et quoi. puis le corps, le Ouais, corps il est a- parfait. Le mec il est a affûté, futex. 40 balais. Voilà, j'avais envie de lui rendre hommage parce que c'est sympa de voir très Vince bien. Mais Carter. ça vous frustre pas un peu, là on voit ses stats, c'est quand même pour un mec de 40 piges, c'est un truc de fou. Ça vous frustre pas un peu de pas l'avoir vu All-Star Game, tu vois, juste 17 ans après l'année 2000? Non, Bah non, mais tu es frustré. Un clin d'œil. Ouais, Bah oui. c'est une Ah, faute. concours de dingue, oui, concours de dingue. joueur, pour les joueurs. Ah non. Ah, concours de Ah, non, dingue, non, concours de un dingue. Concours de- dingue, je quoi. vais même aller plus loin, Thomas. C'est une faute de goût de ne pas l'avoir invité au concours de dunk cette Peut-être qu'il année. voulait pas aussi. Peut-être qu'il voulait pas. Ça m'étonnerait quand Alors, même. mais peut-être qu'il hors fasse pas. catégorie, mais qu'ils viennent et tout. Il y aurait pu, ils savent le faire quand même à l'NBA. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est une faute de goût. On aurait aimé voir Vince Carter participer à ce concours de dunk, ne serait-ce que juste pour l'histoire et pour l'image. On est tout à fait d'accord avec toi. T'as vu quoi cette semaine, Erwan? Cette semaine, j'ai vu quelque chose d'un peu moins drôle. J'ai appris en tout cas la mort de Jerry Krause, le GM emblématique de l'époque Chicago Bulls. Lui qui est donc mort à 77 ans. Qui est né et a grandi à Chicago. C'est lui qui a construit la dynastie Bulls autour de Michael Jordan, qui était d'ailleurs son meilleur souffre-douleur. Qui avait Très aussi sympa le complet en jean de Michael Jordan. chemise dans le faljar, comme on aime bien. Il y en a qui le portent encore, c'est ça le plus grave. C'est quand même donc lui qui façonne cette dynastie des Bulls, qui signe notamment Phil Jackson en 1989. D'ailleurs, Phil Jackson remplace qui à cette époque, vous vous souvenez? Si, Doug Collins. Bien. Avant de Phil Collins. Avant qu'il soit GM, son beau-frère. Avant qu'il soit GM pour les Bulls, il était scout pour plusieurs équipes NBA. Avec Gérard Junior. Et pendant qu'il était scout, je peux finir ce que je dis, mais c'est présentant. Et pendant qu'il était scout, en 1967, il avait conseillé aux Bullets, donc ils sont devenus les Wizards plus tard, de signer un certain joueur à la draft. Pervis Ellison. Non,
Phil Jackson. Il ne l'avait pas suivi, mais à cette époque-là, déjà, il avait continué à garder contact avec Phil Jackson, qui deviendra ensuite le coach mythique des Bulls, signé donc par Jerry Krause. Donc voilà, c'est un vrai monsieur de la franchise des Chicago Bulls qui s'en va. Il a été quand même GM jusqu'en 2003, de 1985 à 2003. Il a GM de mauvaise période des Bulls après aussi, il a quand même détruit sûr. l'équipe. Bah, ça fait partie il a du pas jeu. fait que les bonnes Et tu choses. sais, en général, il a les pas GM fait que les bonnes choses. Non, mais c'est rare les GM quand même qui s'en vont quand l'équipe regarde. On a vu avec Mitch Kupchak. Il n'y en a Voilà, qu'un seul qui est un peu dans ce truc-là, c'est R.C. Buford, jusqu'à preuve du contraire, qui. pour l'instant. Voilà, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à Ouais, d'accord. qu'il fasse une saison de merde. Il est nul, merci Bufford. Voilà, en tout cas, c'était moi, pour je rendre, vois vraiment. si, bien sûr, c'était pour, excuse-moi, je finis, je c'était pour rendre un hommage à Jerry Krause, quand même, le personnage emblématique de la. Oh là, il est très très chaud, on va enchaîner très vite. Très très chaud. Moi j'ai retenu un truc, je l'ai appris dans l'équipe. Dans l'équipe, on ouvre le journal comme ça et on se dit, mais attends, Jordan va donc devenir le nouvel équipementier de l'équipe de France. Jordan Brand. Jordan Brand devient donc à partir, juste après l'Euro et le championnat d'Europe en septembre, on va avoir des maillots équipe de France avec la marque Jordan. Alors donc, la Fédé va prendre entre 1 et 2 millions. Et moi, je vais vous dire un truc, je kiffe. Ah bah oui, je Tu vas acheter kiffe. le maillot de l'équipe de France. Franchement, ouais, j'espère qu'on va m'envoyer surtout. Mais non, non, mais franchement, on est super contents parce que Et nous, donc, ça- on aime bien Nike. On aime bien Jordan donc, et les voir aussi agressifs sur la France, c'est-à-dire qu'ils vont devenir équipementiers de la NBA l'année prochaine. Il y a un super. C'est Nike qui sera équipé. Oui, il y a Nike, évidemment, c'est la filiale Jordan, hein, on est d'accord. Il y a le super magasin qui est donc à Bastille, vous vous souvenez, on y est allé, et on s'est bien marré. Et maintenant, des superbes maillots, on a vu quelques choses, quelques maillots, comment on appelle ça encore? Quelques bribes. Quelques bribes, des prototypes. Quelques prototypes. Des prototypes, et on vous annonce, ça va être très 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 cool. Et en fait, je crois qu'ils attendaient. Très simple, très épuré. Non, mais je crois que la marque Jordan attendait qu'Abric Janot ne soit plus en équipe de France parce qu'il voulait pas qu'il porte du Jordan. Donc je crois que C'était une interdiction, c'est une clause de contrat. on va terminer ce tour de table parce qu'on n'est que 3, mais on va en faire un 4e quand même. Et c'est un tour de table commun. Ce qu'on a vu cette semaine, c'est Ayam. Et Ayam nous a parlé de NBA, les gars. Et ça a donné ça. Parce qu'on est des enfants en fait de Jordan. Hein. Et ce qu'il y a, c'est qu'on était jeunes adultes ou adolescents à l'époque où Michael Jordan est arrivé et on a eu la chance de voir un phénomène. Je crois que c'est le sacre des Bulls quelques jours avant où il y a le sacre de l'OM contre Milan. Je me rappelle. Ouais, je me rappelle, c'était un double sacre pendant l'enregistrement, c'était le top. Là, en ce moment, on est calme. Ouais, moi j'ai dit Knicks en moi. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai que. Non, mais la saison, elle est morte, là. Mais oui, c'est mort. Mais ça fait Mais grave. On attend la loterie. Et grave. Et grave. On attend que C'est ça. Carmelo arrête aussi, Ouais, pareil. qu'il arrête Pour son comme aussi. ça, On peut jouer. on après. encaisse un peu plus de millions pour pouvoir recruter. déjà. c'est un fardeau. Voilà. Je Ouais, pense que là, le contrat Là, ouais. qu'il a Il est qu'il a lourd. payé, Son contrat, il est lourd. il pèse lourd. Je pense qu'il pèse lourd. Voilà. Concernant la NBA, le basket, si Ayam était un 5 majeur, une équipe de basket, quels seraient vos postes? Quand même. Ah, comme on est, vu qu'on n'est pas très grand, donc on va dire que des meneurs là. Meneur. Lequel meneur, c'est sûr. Tous meneurs. Je crois que peut-être on mettrait Thiel, il est fort. C'est un peu comme au foot, tu sais, quand tu es à l'école où des coups, il n'y a personne qui veut. Moi, je joue attaque, tu as 7 attaquants. Moi, je veux jouer devant. Je vais au gardien, non pas moi. Tout le monde veut la balle chez vous. Voilà. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, les amis. Merci. À très vite. Même s'il y en a un ou deux qui pourraient jouer 15 ans sans problème. Un bon 15. Il y avait un bon 15, on ne citera pas qui. Merci en tout cas à Ayam de nous avoir reçus. Vous retrouverez l'intégralité de cette interview très vite. Il y aura une partie foot aussi qu'on mettra demain. Ouais, bien sûr. Parle Thibaut. Dis Ouais, merci à merci, Thibaut. merci, Thibaut. Gros, extraordinaire, non? Concentrez les gars un peu. Ouais. Comme du lait. C'est quand on veut, il a dit. Ouais. Ah. Booba ne veut que... Alors, je vais la refaire, putain. Booba ne veut que des numéros 10 dans sa team. Ayam, eux, n'a que des meneurs de jeu. Même s'il y en a un, je le vois bien Physique comme de bon ouais, 15. Ouais, je le vois bien comme un bon 15, exactement. En tout cas, merci beaucoup à Thibaut Vézirian, grâce à qui on a pu rencontrer Ayam, très accueillant. Et vous verrez la partie foot bientôt dans le first. Demain Dans le first au coup. Bah oui, demain. Demain. Bon, allez, on passe au chacun sa team. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do so. On en a un petit peu parlé dans l'intro. En ce moment, la grande mode NBA, c'est de parler du repos des joueurs. Alors, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Est-ce qu'ils ont besoin de plus de repos? Est-ce que c'est un petit peu de zèle de la part des joueurs? Nous, on s'est posé une question très simple. Faut-il que la saison NBA passe à 70 matchs? Bonne ou mauvaise idée?
2 équipes cette fois-ci, un petit peu spéciales. Thomas et moi, on est contre cette idée-là, donc ça sera la team chien. Et il y a la team Steph Brun, donc ce sera la team miaou. qui sera la team Steph tout court. Alors, Steph, on va commencer avec toi. Toi, tu es pour qu'on passe à une saison à 70 matchs de saison régulière. Oui, parce que pour moi, une saison à 82 matchs sur 6 mois, c'est énorme pour les organismes. Faut savoir que c'est les joueurs qui font vivre, enfin qui font que la NBA existe. Et il faut protéger les acteurs de ce jeu. Ce sont des athlètes de haut niveau. C'est très compliqué d'enchaîner des matchs en back-to-back. Ils prennent des jet lag, des décalages horaires dans la tronche en permanence, en prenant des avions de conférence en conférence. Et les mecs pètent. Chaque année, on voit des mecs qui se pètent, grosses blessures, genoux, tendons d'Achille, chevilles. Et à un moment donné, ça coûte du spectacle. Et si vous voulez du spectacle tout au long de l'année, vous devez protéger les joueurs. Alors, soit en faisant une saison, on peut garder un peu plus longue et donc éviter les back-to-back et avoir plus de plages de repos, ou soit diminuer le nombre de matchs. Si tu veux faire une saison en 6 mois, 82 matchs en 6 mois, plus les playoffs, pour moi, c'est inconcevable. Pour un sportif de haut niveau, en ayant une exigence et une qualité athlétique de ce niveau-là. Adam Silver a laissé entendre que la saison NBA pourrait commencer une semaine de plus. Et on va lire cette déclaration. C'est un problème très significatif pour notre ligue, donc le repos. La décision de ce genre peuvent affecter nos fans et nos femmes peut-être, nos partenaires économiques, impacter notre réputation et causer des dommages dans la perception de notre sport. On le sent pas emballé quand même là-dessus, Adam Silver. Donc Thomas. Ouais, moi je suis alors de manière catégorique contre une saison où on enlève des matchs de saison régulière. 82 matchs. C'est important en NBA, c'est une marque symbolique qui existe depuis donc 70 ans maintenant. Et c'est important que ce chiffre-là ne change jamais. Alors évidemment, il faut protéger un peu les joueurs, ça fait partie du truc. Donc, il faut protéger un peu les joueurs. Il faut évidemment gagner une semaine de pré-saison. La pré-saison, tout le monde s'en fout, et de plus en plus maintenant. Donc, il faut retirer une semaine de pré-saison et donc allonger d'une semaine ou deux. La saison. En plus, ils ont mis maintenant la semaine de repos pendant le All-Star Game. Donc, ils vont dans ce sens-là vers un peu plus de repos, un peu moins de back-to-back. Enfin, la pré-saison, c'est quand même la seule période où les équipes NBA font des vrais entraînements. Après, ils ne s'entraînent pas pendant toute l'année. Ils vont reprendre quelques jours plus tard. Tu peux recommencer 10 jours plus tôt, non? Ça se fait aussi, tu vois. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que les joueurs là montent au créneau beaucoup pour dire on a besoin de se reposer. LeBron James en tête. Mais les anciens, là, on va voir ce que dit LeBron James d'ailleurs. Pourquoi c'est nul que les joueurs doivent se reposer? Parfois, c'est nul que les joueurs doivent se reposer, mais certains en ont vraiment besoin. Énorme lecture aujourd'hui. La saison est longue, pénible, et la NBA fait le meilleur boulot possible pour ce qui est du calendrier. Mais un coach fait son job pour gagner un titre, pas un match. Il a raison aussi. D'accord. Mais moi, oui, il a complètement raison, bien sûr. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la réaction de tous les anciens joueurs. Stockton en tête qui dit mais nous à l'époque on n'avait pas ça. Ouais, à l'époque on n'avait pas ça. Stockton il n'a jamais touché le cercle de sa vie, il faisait que traverser le terrain et faire des passes d'ess. Stockton il défendait, il faisait des allers-retours, il jouait meneur jeu, il mettait du rythme. Donc Stockton il dépensait plus d'énergie que les LeBron James sur le terrain. Donc le débat aujourd'hui, donc super. Donc aujourd'hui le débat il est est-ce que Stockton dépense plus d'énergie? C'est pas la même dépense d'énergie, c'est pas la même qualité. Le jeu a évolué. Ils jouent avec des pompes de 15 kilos, ils étaient dans des avions qui sont bien moins confort qu'aujourd'hui. Moi je veux bien. Il y a physique. Moi je veux bien qu'on prenne le confort d'aujourd'hui et le confort des années 90. Pourquoi à l'époque, ces mecs-là qui jouaient aussi 82 matchs, qui jouaient aussi des titres, pourquoi eux ne se sont jamais plaints de ça? Sachant qu'il y avait aussi des blessures, ça faisait partie du jeu. Jordan a fait une saison blanche, sa deuxième saison NBA, ça fait partie du truc. Je vais rejoindre Thomas, la saison à 82 matchs NBA, c'est notre NBA. C'est comme ça qu'on l'a connu, j'ai pas envie d'avoir redescendre à 70 matchs. Ça marche aussi pour les conférences d'ailleurs, tu vois. C'est ça notre moi, je suis vraiment attaché à ce 82 matchs. Alors oui, c'est énorme, mais c'est la NBA. Ils nous l'ont vendu comme ça, c'est un spectacle qui leur amène beaucoup de braise. Et aujourd'hui, il y a peut-être Pourquoi pas du changement? Toi qui es toujours pour dire putain, mais les mecs, ils sont bornés sur les trucs, un peu de changement, ça peut faire du bien, non? Mais du changement, alors oui, apportons du changement, mais je pense qu'il faut peut-être améliorer le calendrier, faire commencer un petit peu plus tôt, travailler vraiment sur ces back-to-back-là, mais enlever 82 matchs de saison régulière, c'est une marque 82 matchs. On sait à quel moment de la saison, quelle équipe va bien, où ils en sont. Mettre 70 matchs, ça serait tout ça, tous ces codes qu'ont les coachs, qu'ont les joueurs et qu'ont les fans, on repart à zéro. Et j'ai pas envie de ça. Après, il y a d'autres joueurs il y a d'autres gens qui sont d'accord avec pour cette diminution de match. Steve Kerr a déclaré, a dit, moi je suis prêt à faire une saison à. Tiens, voilà. Parce que je pense que tu lis mieux que moi. C'est pas compliqué aujourd'hui. Steve Kerr qui a dit sur une possible saison à 75 matchs, je n'y serais pas opposé, même aux dépens de mon propre salaire. Je pense que rien que passer de 82 à 75 matchs serait déjà un changement drastique. Même Steve Kerr, lui serait même prêt à gagner moins d'argent en jouant moins de matchs. C'est que lui, il estime aussi que les joueurs sont soumis à des rythmes trop élevés pour leurs organismes, et que ça coûte des saisons à des clubs. Moi, mon problème avec ça, franchement, mon problème, c'est que si, admettons, on passe à 75, donc déjà, il y a une marque qui s'enlève de nous. Tu vois, vraiment, il y a un truc qui s'enlève.
s'il y a encore autant de blessures, si les joueurs sont aussi fatigués qu'à 82, tu vois, ça peut aussi arriver. On va dire quoi? Finalement, on va passer la saison à 50 matchs, puisque le but, c'est que les joueurs soient reposés, frais et dispo pour les playoffs. Non, ça fait partie du jeu, c'est à eux de s'adapter. Oui, le rythme est encore plus difficile qu'avant. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'allais dire avec les produits qu'ils prennent, c'est de plus en plus difficile, un truc. Il y a des moyens de récup qui sont plus. On est d'accord, il y a pas bien plus avancé que dans les années 90 ou même au début des années 2000. Je te parle pas des années 80. Et surtout, maintenant, il y a où les mecs qui jouent en Palladium et en Converse. Et il y a surtout, il y a l'été qui est fait pour se reposer. À qui ça va déranger que... Il n'y a plus aucun joueur qui se repose l'été parce que l'été, maintenant, les joueurs NBA considèrent que l'été, c'est la seule période où ils peuvent s'améliorer individuellement, faire des choses sur leur corps et sur leur physique. Tu peux pas le faire intelligemment, ça, Steph. Ils peuvent pas faire pendant la saison NBA. Attends, si quand tu vois la saison NBA s'arrête, t'as pas fait les playoffs, donc en avril t'es en vacances, tu peux pas te laisser un mois et demi, tu fais juste des footings, tu vois, tu prends soin de ton corps. Et ensuite, joueur professionnel, un mois et demi, tu te rends pas compte ce que c'est. Maximum, tu peux prendre 2 semaines, voire 3 semaines, et après t'es obligé de reprendre une. Moi, je trouve qu'on peut le faire intelligemment. Pourquoi tu fais pas 2 semaines où tu t'arrêtes complètement ton corps, ce truc? Mais est-ce que quand t'arrives en août, tu peux pas aussi être tu peux aussi arriver en août et te mettre des plages de repos. Tu vois, peut-être qu'il y a un truc qui a pas encore été défini physiologiquement. Mais je l'entends, mais c'est que 10 mecs. Il y a combien de mecs? 12. Il y a 12 mecs et il y a tous les gens qui font les JO, il y en a peut-être 30 en NBA sur 400. Il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 équipes en NBA. On parle souvent du niveau global de la NBA, mais aujourd'hui, on sait que Spurs Warriors, c'est la tête de la conférence Ouest, que Cleveland, LeBron James, si on les voit en ce moment, même quand ils perdent, ils sont quasiment assurés de finir premier. Et je crois que s'il y avait peut-être plus de rivalité en saison régulière, les mecs, ils arrêteraient de se poser la question de se reposer. Allez, regarde, c'est pour ça que Jordan, quand il bataille avec les Knicks en saison régulière pour s'arracher un avantage du terrain, tu vois, il y a plein d'équipes qui faisaient ça à l'Ouest aussi, c'était la guéguerre pour savoir qui finit premier. Il y avait beaucoup plus d'homogénéité sur le niveau global de la NBA, et du coup, les mecs, ils se disaient pas, ah non, mais là, je vais me reposer. Personne parlait de se reposer. Tout le monde voulait avoir l'avantage du terrain au premier. Pourquoi pas deuxième? Pourquoi pas en finale de conf? Et même en finale. Et ça, aujourd'hui, il n'y a plus. Il y a plus. Après, la NBA, pour moi, a beaucoup plus à perdre qu'à gagner en continuant ces calendriers démentiels. Parce que si les Browns se pètent, si leur grosse tête d'affiche se pète, la NBA, au niveau commercial, au niveau marketing, ça prend un gros coup. Tu penses pas que juste quoi qu'il arrive, il y aura toujours des nouvelles stars qui vont arriver? Moi, je pense aussi, d'un point de vue marketing, LeBron toute une saison, tu perds Kevin Durant toute une saison. Ça arrive pas. Ça peut arriver. Mais bon, ça peut arriver aussi que si tu descends à 75, LeBron se pète aussi. Il y a un truc qui est important, tu l'as dit d'un point de vue marketing, quand tu as 82 matchs à vendre, c'est pas la même chose que si tu en as 70. Tu vois, il y a toujours plus de matchs. Le pay-per-view arrive, le League Pass, le machin. Nous, on veut nos matchs, bon, à part pour les matinales, hein, mais on veut avoir 8 matchs toutes les nuits pour avoir plein de choses à regarder chaque fois. Tu penses pas que c'est important aussi? Si, c'est important. Mais là, tu parles du côté business. Moi, je te parle du côté. Moi, je me mets du côté joueur. Après, les coachs, comme tu disais, Cleveland, Spurs, Warriors, ils savent qu'ils ont une marge. Et les coachs, à un moment donné, ils se disent, le match, par exemple, celui-là, on va mettre les gars de côté. Parce que si on perd, quoi qu'il arrive, si on perd, on sera encore premier. Et moi, ce que je veux, je suis dans l'optique des playoffs, de gagner le titre. Je perds un match, ça va pas changer ma vie. Comment t'expliques que Tyrone Lue, ils jouent 2 fois Los Angeles Clippers et Lakers, et le mec choisit de foutre ses joueurs au repos face aux Clippers et pas face aux Lakers? Et si c'était pas un complot des coachs qui se dit il faut absolument qu'on fasse le forcing pour qu'Adam Silver change le calendrier, pourquoi pas on essaye de niquer, entre guillemets, ces matchs en prime time sur CNN ou sur ESPN, sur ABC, pourquoi on lui squeeze pas ces matchs et comme ça il va se dire putain, d'accord, et donc ça c'est bien pour les spectateurs du monde entier, si ces mecs sont millionnaires là, c'est parce qu'il y a des spectateurs par million dans le monde, et donc les principaux mecs touchés par ça, c'est les spectateurs et les fans. Et ça c'est normal de fonctionner comme ça. Ça peut être, si ça avance pas, il faut bien peut-être trouver des solutions pour essayer de forcer Adam Silver à changer son calendrier démentiel. Moi, je suis pas convaincu. Je crois qu'on doit aménager un calendrier et pour que des affiches de saison régulière soient jouées dans les meilleures des conditions. Ça, je l'entends complètement. Je suis OK pour le repos, mais je crois qu'on peut penser différemment que simplement réduire la saison régulière. C'est la NBA, c'est comme ça que ça marche. Le baseball joue beaucoup plus de matchs. Alors certes, c'est pas les mêmes efforts. Le hockey sur glace aussi, il y a beaucoup de matchs, il me semble. C'est dans les mêmes eaux, toujours. Hockey sur glace, t'as beaucoup plus de rotation, t'as des lignes différentes. Oui, d'accord, ils se mettent des cartouches différentes aussi. Hein. Enfin, ils sont protégés différemment que. Oui, d'accord. Mais c'est pour dire qu'il y a dans d'autres sports US, à part le foot américain où là, pour le coup, la saison est très courte, il y a très peu de matchs. Heureusement, sinon les mecs vont mourir à 28 ans. Attends. Mais pour moi, personnellement, 82 matchs en 6 mois, c'est impossible. Déjà en pro, les équipes, ils jouent 50 matchs en 10 mois et ils se plaignent de jouer le samedi et d'enchaîner le mardi. Pour eux, c'est compliqué. En NBA, c'est impossible avec la débauche d'énergie, les qualités athlétiques des mecs qui se mettent. C'est inconcevable. Ok, le basket. Cite-moi un joueur cette année qui va faire les 82 matchs en entier.
En tête, j'en ai pas. Tristan Thompson, il n'a pas loupé un match cette saison? Je pense pas, ça fait 4 ans. Mais je te dis, ça fait 3 ans qu'il n'a pas loupé un match. Alors comment t'expliques? Alors certes, aujourd'hui le basket va plus vite et il y a plus d'intensité, mais ils ont aussi les moyens techniques et technologiques de mieux récupérer. Comment t'expliques que dans les années 80, 90, alors où ils n'avaient pas le quart de ce qu'ont les mecs aujourd'hui pour récupérer, comment t'expliques que ces mecs-là ne se sont jamais plaints? Et même pire, ça n'a jamais été mis sur la table. Ils étaient moins fragiles parce qu'ils allaient moins en salle de muscu, ils n'étaient pas bodybuildés comme ça, ils se mettaient pas des séquences sur les genoux. Je sais pas, je te trouve... À l'époque, il y avait moins de mecs... Karl Malone, aujourd'hui, serait le plus musclé de NBA. Hein. Non mais je t'en prends un comme ça, mais bon. Les mecs étaient costauds quand même, enfin tu vois... Il prenait, je sais pas, il y avait autant d'entraînement et il s'entraînait même moins bien. Aujourd'hui, on a quand même évolué sur le physique et tout ça. Tu vois, les préparateurs physiques inventent des nouveaux concepts pour que les mecs soient meilleurs et que ce soit pas juste on soulève de la fonte. Donc non, mais c'est un peu compliqué. Moi, je pense que les 82 matchs, de toute manière, pour clore un peu ce débat-là, c'est qu'il faut pas y toucher parce que c'est la marque de la NBA, mais qu'évidemment, il faut aussi savoir protéger les joueurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours eu des blessés, il y en aura toujours. Ça fait partie du sport de toute manière. Ok, pour conclure les mecs, donc toi Steph, t'es plutôt chaud pour une saison à 70 matchs, 70-75 matchs comme Steve Kerr l'a proposé. 75 is good for me, man. Parfait, donc toi moi, je veux pas qu'on touche. On touche pas nos 82 matchs. Ah, clairement. Puis 82 c'est symbolique, c'est une très très belle année, 1982. Il n'y a eu que des beaux gosses qui sont nés à cette année-là. Ma plus belle année. Merci Pascal Obispal pour cette belle interprétation. Nous, on va passer à la meilleure des séquences, enfin, ou pas d'ailleurs, je sais plus. C'est Coach Brown. Il travaille actuellement sur des systèmes où il n'y aurait pas de passe et pas de dribble. Oui, Coach Brown est un homme bizarre, très bizarre, mais on l'adore, notre coach. Comment ça va, Coach Brown, aujourd'hui? Salut les garçons, ça va? Parfait. Ouais, je suis encore parmi vous. J'ai refusé l'offre de Bruy-Labussière, l'équipe 2. Ça s'est négocié très tard dans le bureau d'Erwan. Et au final, il m'a eu avec 2 tickets resto et un plein d'essence par semaine pour le scout. Et je pouvais pas les quitter. Bon, alors aujourd'hui, on va s'intéresser à quoi, vous savez pas? Si, tu nous as dit, c'est très intéressant d'ailleurs. On va s'intéresser aux principales différences de règles entre le basket FIBA et le basket NBA, parce qu'on croit que le basket est un sport universel, il suffit de mettre le ballon dans le panier. Mais il y a quand même des petites, voire des grosses différences entre le basket outre-Atlantique et le basket qu'on joue chez nous en Europe, à commencer par la durée d'un match. En NBA, c'est 4 cartons de 12 minutes, donc 48 minutes, et basket FIBA, 40 minutes, 4 x 10, et ça a amené certaines frustrations. On se rappelle de Serge Ibaka avec l'équipe d'Espagne, très frustré par son temps de jeu, qui a refusé après d'aller au JO. Il jouait quand même 25 minutes par match, hein, Serge, dans un format FIBA, c'est quand même correct. C'était le 3e plus gros temps de jeu de son équipe, mais quand vous passez de 48 à 40 minutes, il y a forcément moins de minutes, et le mec était frustré. Il y a quoi d'autre comme différence? La dimension du terrain. En NBA, le terrain est beaucoup plus grand, 28,65 mètres de long sur 15,24 mètres de large, alors qu'en Europe, c'est 28 sur 15. Et il y a même des terrains homologués à 26 sur 14. Vous savez, les terrains à la campagne, là, où vous allez dans le corner pour tirer à 3 points. Hop, sortie en touche, les mecs, vous pouvez pas. À Serre-Gaston, là où j'ai joué en National 2, si tu faisais un peu plus que de 45, ton shoot corner à 3 points, ou tu étais dehors, ou tu mordais à 2 points. Ouais. Tire pointe de pied. Ouais, c'est ça. Faut pas mordre. Après, la ligne à 3 points, forcément, vu que le terrain est plus grand en NBA, et ben, la ligne est un peu plus loin. Elle est à 7,24 m en NBA, alors qu'en Europe, elle est à 6,75 m. Et c'est pour ça aussi que quand Team USA vient jouer les compétitions FIBA, il y a parfois des énormes cartons au tir à 3 points, parce que le 3 points, pour eux, en Europe, c'est un petit jump shoot à 2 points en NBA. On se rappelle du gros carton de Melo face au Nigeria, où il avait mis 40 en 18 minutes. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet-là. Mon arrière-petit-fils, Steve Brown, un jour avec l'équipe de France Prime, Steve Brown, qui est parti en équipe de France Prime faire les Summer League à Dallas. Et il a pris un stagger pour tirer à 3 points. Il s'est retrouvé, il s'est dit, oh, il voyait pas le cercle. Il s'est dit, oh là, il va falloir que je mette une bonne petite patate. Le cercle est très très loin et ça fait très bizarre. Les temps. C'est pas marrant, Tom. Ça me fait marrer parce que j'adore la réaction. Moi, j'adore la réaction. Tu sais, t'es là, tu sors de l'écran, t'es là, ton défenseur, tu sais que les tu vas attraper, tu vois le cercle. Oh la vache! Au niveau des temps morts aussi, il y a des différences. En FIBA, c'est 2 temps morts en première mi-temps et 3 en deuxième mi-temps, demandés uniquement par le coach à la table de marque. Un arrêt de jeu aussi. Alors qu'en NBA, vous avez le droit à 6 temps morts de 1 minute et 3 temps... Qu'est-ce que je raconte? 6 temps morts de 1 minute, 6 temps morts de 1 minute par match, plus 1 de 20 secondes par mi-temps. Et là, demandé soit par le coach, soit par les joueurs. Alors quand il y a ballon mort remise en jeu, le joueur de chaque équipe peut demander un temps mort sur le terrain. Mais quand le ballon
ballon est en jeu, uniquement les joueurs qui ont la possession peuvent demander temps mort en faisant signe à l'arbitre comme ça. Ça, c'est quand même une grosse différence par rapport au basket européen. Et on se rappelle que l'anecdote Chris Webber, avec Michigan, quand vous avez plus de temps mort et que vous en demandez un temps mort, et ben ça vous coûte une faute technique. Et en NBA, si aucune des deux équipes demande un temps mort, parce que tout se passe bien, la table de marque demande un temps mort pour la pub, la télé, il y a des temps morts. C'est 3 minutes les temps morts pleins là-bas. Ouais. C'est 3 minutes. C'est très très long la nuit pour les spectateurs. Ouais, en général, tu piques du nez. Les entre-deux. Basket FIBA, il y a l'entre-deux en début de match. Celui qui gagne l'entre-deux a la possession après au 3e quart-temps. Celui qui perd l'entre-deux a la possession au 2e et au 4e quart-temps. C'est assez récent d'ailleurs avant, parce qu'il y a encore 5, 6, 7 ans, c'était entre-deux à chaque fois. Et en NBA, il y a entre-deux en début de match. Là, pareil, le vainqueur de l'entre-deux a la possession au 3e et le perdant au 2e et au 4e. Sauf que toutes les situations d'entre-deux en plein match amène un vrai entre-deux. Donc c'est pour ça qu'il y a des Isaiah Thomas contre le petit Ulysse des Suns ou Manu de Ball contre Maxi Bogues à l'entre-deux. Ça peut exister. Les fautes aussi sont différentes. En FIBA, vous avez le droit à 5 fautes d'équipe. Fautes techniques incluses dans votre quota. En NBA, vous avez le droit à 6 fautes d'équipe et les fautes techniques ne sont pas incluses dans votre quota de fautes personnelles. Donc c'est pour ça que DeMarcus Cousins peut théoriquement faire 8 fautes. 6 fautes personnelles plus 2 fautes techniques. Pour les lancers francs. Ah non, 7 fautes, parce que 2 fautes techniques égale dégage. Oui, mais ça fait 2 fautes en plus quand même. 6 plus 2. Ah bah non, 7 en plus. Regardez, vous êtes à 5 fautes. Tu peux être à 6 fautes, tu peux être sur le banc et sur le banc prendre 2 techniques. Ah, il y a sur le banc. Bah non, c'était déjà en dehors du match. C'était à 6 fautes. Regardez, petit calcul. Si vous êtes à 5 fautes dans le jeu et que vous avez une technique. Mais tu dis n'importe quoi. Eh ben si, regarde. Vas-y. Ça fait 5 fautes personnelles et t'as déjà pris une technique. Donc il y a. T'es à 6 ? Non, elle ne compte pas dans tes fautes personnelles, les fautes techniques. Mais donc on est d'accord alors. Bon, c'est pas grave. On peut faire jusqu'à 7 fautes, c'est pas grave. Allons-y. Vous aurez compris, vous devant votre écran. Les vrais reconnaîtront que tu dis n'importe quoi. On ne peut pas faire 8 fautes dans un match, c'est ça ? Si. 7 max. Au lancer franc, en FIBA, vous avez 5 secondes pour déclencher un tir au lancer franc, alors qu'en NBA, vous avez 10 secondes. Ça, tu savais pas ça. Non. Et on se souvient de Karl Malone qui mettait énormément de et temps. Vous avez 10 secondes, et peut-être qu'en 5 secondes, ça permettrait à des joueurs polio comme Dédé Drummond et compagnie de moins cogiter sur la ligne. Peut-être. Donc vous avez 10 secondes, vous dites, il faut absolument que je marque, il ne faut pas que je fasse un airball, et tu as le temps de cogiter. Intervention sur le ballon, et ça c'est une règle. La plus grosse différence entre le FIBA et la NBA. En FIBA, dès que le ballon a touché le cercle, vous pouvez intervenir dessus, soit pour nettoyer le cercle, soit pour mettre une grosse claque and dunk. Alors qu'en NBA, il y a un cylindre imaginaire avec le cercle, ayant le cercle comme base, et interdiction d'intervenir sur le ballon quand il est au-dessus, dans le cylindre, ou même une partie du ballon dans le cylindre. Sinon, c'est panier refusé ou panier accordé d'ailleurs, si c'est pour nettoyer. Et on peut imaginer un garçon comme Dédé Jordan dans le basket FIBA. C'est très compliqué. Dès que la balle faut vite faire des filoches, parce que si ça touche un peu le cercle, c'est vite nettoyé. Autre particularité, c'est la défense de zone. En basket FIBA, elle est tout à fait légale. Vous avez des zones 2-1-2, des zones 1-3-1, des zones 2-3, des zones 3-2. Des boîtes. Et les joueurs peuvent flotter dans la raquette 20 secondes s'ils veulent pour empêcher les drives, tandis qu'en NBA, la zone est autorisée, mais pas plus de 3 secondes. Un joueur doit, après ces 3 secondes-là, reprendre son joueur pour défendre en bugne à bugne. Vous ne pouvez pas flotter dans la raquette sous peine de prendre faute technique. Et on se rappelle que ça avait causé pas mal de désagréments à Tony Parker au début de sa carrière, qui en NBA avait des espaces dingues pour aller au cercle. Et quand il revenait avec l'équipe de France, ces espaces-là, ils prenaient des murs parce qu'en basket FIBA, les grandes tiges elles restent dans la raquette pour protéger. Ça avait causé pas mal de soucis d'adaptation. Et dernière petite différence, le numéro des joueurs. En basket FIBA, vous avez le droit de 0-1 à 99, alors qu'en NBA, vous avez le droit au 0, double 0 jusqu'à 99. Vous n'avez pas de 0 en basket FIBA. Et cette année, en NBA, le numéro 0, un exemple. Avery Bradley. Russell Westbrook. DeMarcus Cousins aux Pelicans et Kevin Love. Double 0 en NBA. Robert Parrish, à l'époque. Actuellement. Aaron Gordon. Aaron Gordon, très bien. Et Will Colestein. Et l'agent 0, Gilbert Arenas, un petit peu avant. Et numéro 99 Jake Crowder. Bien. Vous êtes là. Et une règle, cette fois-ci qui n'est pas écrite dans les livres, mais qui différencie énormément la FIBA de la NBA, c'est la règle du marché. Parce qu'en FIBA, vous avez 2 pas, c'est marché. Et si vous décollez votre pivot, c'est marché. Tandis qu'en NBA, il joue en handball. 4, 5, 6, voire 7. Accord tacite sur le marché entre nos amis. 7 pas peut être toléré si vous êtes LeBron James. Voilà les amis, j'espère que vous avez appris pas mal de petits trucs, ça vous a plu les garçons? C'était très intéressant. On se retrouve la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine et si vous pensez à d'autres règles différentes, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Ciao ciao les amis, c'était Coach Brown. Merci coach, et on passe tout de suite au sujet des internautes. Michael Jordan has reached 25,000 points faster than anybody in NBA history.
C'est l'heure, c'est votre moment, c'est l'heure du sujet des internautes. Cette semaine, il y avait donc 3 sujets, comme d'habitude. Et vous avez choisi, encore une fois, ce foutu Lavar Ball. Putain, mais J'en peux l'a plus. fait. Bon, en même temps, si on le propose, c'est normal que les mecs votent pour eux. Vous êtes marrants, les mecs. Suite au sujet des internautes de la semaine dernière, on a expliqué qui était Lavar Ball, donc on vous invite à aller revoir l'émission de la semaine dernière. Elle était venue de Wax en 3 lettres. Hein. Cette semaine, c'est LeBron qui a répondu à Lavar Ball. Je vais vous lire rapidement ce qu'il a dit, sa petite déclaration, elle est très sympatoche. Ne parle plus jamais de mes fils, ne parle plus jamais de ma famille, c'est d'un père de famille à un autre. Maintenant, nous avons un problème. Voilà, LeBron Là, c'est menace. LeBron est Là, c'est légèrement menace, énervé. coup de pression, et continue, et tu vas prendre une petite pralinette si on se croise. Et donc Lavar a donc répondu, Steph, tu me disais ça tout à l'heure. Lavar a répondu, il a dit LeBron, si j'ai bien compris, tu mets un avertissement. Mais un avertissement de quoi? Qu'est-ce que ça va changer que tu me mettes un avertissement Il attend que ça. Il attend que ça, justement. Ça fait du buzz en plus. Il dit putain, mais attends, c'est LeBron James qui vient me parler. C'est que du buzz de merde, mais c'est du buzz. Il est content. Tous les jours, on parle de lui. On va pas refaire le débat, hein, on est tous d'accord, mais moi, quand je vois que LeBron, le plus grand joueur du moment, commence à déclarer des trucs sur Lavar Ball, je me dis que Lonzo, un jour, va payer. C'est les enfants, gros. À un moment donné, quand tu dis LeBron Kids, c'est que le mec balance quand même les enfants de LeBron dans une phrase. À un moment donné, tu peux pas toucher la famille. Gros. Non, mais je suis d'accord. C'est ce que tu mérites une énorme gifle dans ta bouche. C'est ce que lui explique LeBron James, c'est qu'au bout d'un moment, tu peux raconter tout le caca que tu as envie. Finalement, effectivement, ça fait partie, comme disait Steph la semaine dernière, de la com. Coup de génie ou pas, bon, très bien, on peut ne pas être d'accord. Mais là, quand tu commences à parler des gosses, parce qu'en fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il n'avait vu aucun enfant de star NBA devenir eux-mêmes des stars NBA. Bon, ok, très bien, mais quel est l'intérêt de faire... Et après, derrière, il a dit, mais peut-être que les enfants de LeBron vont changer la donne. Parce qu'on peut voir quelques mixtapes d'ailleurs sur YouTube avec des petits qui ont quelques qualités, mais bon, mais il va trop loin le mec là. Moi j'ai peur, j'ai vraiment peur que ça finisse mal. Et le problème, c'est que si ça finit mal, ça finira pas mal avec le père. Parce que le père c'est un planqué, il va juste frimer sur les plateaux télé. C'est les enfants qui vont être en première ligne. Et Lonzo Ball va prendre une praline sur le parking NBA, il va dire qu'est-ce que j'ai fait. Je pense pas ton père. Je pense pas qu'il ou un backpick avec coude dans les cervicales. C'est vrai que le backpick de 15 pas annoncé avec. Les gars, on enchaîne. J'ai pas envie de parler ça. Franchement, ça me saoule. Justement, cette semaine, on a envie de parler des 3 d'ailleurs, des 3 sujets. Oui, bien sûr. Alors, le deuxième sujet, c'était la bagarre entre Ibaka et Lopez. On en a un peu parlé tout à l'heure, juste pour dire qu'ils n'ont écopé finalement que d'un seul match de suspension. Avec Steph, quand c'est passé, on s'était dit qu'ils allaient peut-être avoir une fin de saison régulière. Tu vois, Adam Silver est un peu sévère. Alors, je pense que la NBA fait du cas par cas et c'est quand même 2 joueurs qui n'ont pas un énorme casier. Ils sont plutôt sympas. Robin Lopez est un joueur éminemment sympathique, qui rigole beaucoup avec les mascottes. Serge Ibaka est un joueur qui fait pas beaucoup de bruit, qui n'a pas beaucoup de sorties hors basket. Donc voilà, c'est des gens qui font pas beaucoup de vagues. Petit warning, un match de suspension, c'est le minimum. Mais c'est bien aussi d'être, bon les gars, on a compris, ça a chauffé, ça peut arriver, un petit match chacun. On n'entend plus parler de Moi, je pensais que vu que des points étaient partis, je pensais Ça que c'est a pour pas ça. touché. Je pensais que vraiment, même un les gestes, point, parce que parfois il y a des poussettes et tout ça, les mecs ils prennent un match des 25 000 d'amende. Là, les coups sont partis, certes, ils n'ont pas touché. Heureusement. Je pensais vraiment. S'il y en a un des deux qui touche. Dans une NBA qui est de plus en plus aseptisée depuis l'époque David Stern, la bagarre de Palace de Bernie et tout ça, maintenant le moindre écart, je pensais qu'ils allaient prendre cher et finalement tant mieux pour les Raptors et tant mieux pour les Bulls. Adam Silver est beaucoup plus pédagogue que ne l'était David Stern. Il est plus jeune, il est plus proche des joueurs aussi, on a cette impression-là. David Stern, c'est quand même le tonton, tu sais, qui corrige les enfants. Le redresseur de tort. Le redresseur de tort, exactement. On passe au troisième sujet, et franchement, c'est celui qui nous intéressait le plus. On a vu plein de gens parler de ça sur Twitter. C'est évidemment les sifflets envers Céline Dumerc. Pour son retour à Bourges, elle joue à Land Basket. Basketland, c'est exactement ce que j'ai dit. Avec comme assistant coach Jean-Michel Maury qui a été mon formateur en centre de formation. Jean-Mi, je Travail t'aime. de merde, Jean-Mi. Non. Donc, Mais t'as mal formé. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que j'ai dit ça. Non, d'accord. Jean-Mi, il est très bon sur le banc de voilà, basket. d'accord. Donc j'aimerais votre avis. Alors on remet dans le contexte. Céline Dumerc revenait donc à Bourges pour jouer, sachant qu'elle a passé 11 saisons là-bas. C'est la fin du match, il y a 2 lancers francs et elle se fait siffler dans une salle qui était bondée et qui soutenait son équipe. Alors d'abord toi Steph, je sais que tu en as un peu parlé sur le plateau de Buzzer, j'ai envie que tu me dises quel est ton avis là-dessus. C'est quand même incroyable de s'offusquer quand des gens sifflent quelqu'un qui est au lancer franc. Oui, enfin moi je l'ai déjà dit, c'est un débat que j'ai déjà eu. Ailleurs, ouais, mais je vais dire que pour moi il n'y a rien de choquant. Et Céline l'a dit elle-même quand elle est partie de Bourges, elle a dit Bourges a eu une histoire avant moi, elle a eu une histoire avec moi et le club existera après moi. Bourges supporte, et c'était pas Céline Dimer, la personne qui était sifflée, c'était la situation, une joueuse pour déconcentrer, pour louper des lancers francs. Donc moi je suis pas choqué. Après Céline a été s'attendait déjà à être sifflée, elle n'a pas su gérer cette
cette émotion comme il faut. En plus, elle passe un petit peu à côté de son match. L'accumulation de tout ça fait que elle a été déçue, elle a été touchée. Mais moi, c'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque le plus, c'est l'accueil de Bourges pour Céline qui revient au Prado. Moi, je suis revenu dans des clubs et j'ai beaucoup moins marqué le club que Céline a fait. Moi, j'ai toujours eu un petit cadre dans le rond central, une petite ovation et tout ça. Là, c'était une présentation normale, numéro, je sais pas quel numéro là, Céline Dumer, le public a applaudi. Numéro 9, Céline Dumer, elle applaudit, basta. Un petit cadre, un petit bouquet dans le rond central. Après 11 saisons passées dans un club avec gagné plein de titres, ça aurait été la moindre des choses. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, après que Céline Dumer, qu'elle ait son ressenti à elle sur le match, ça lui appartient. C'est son histoire avec Bourges et on ne sait pas vraiment le pourquoi du comment. Donc, moi, la réaction de Dumer, qu'elle soit déçue, ça lui appartient. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est comme souvent les grands acteurs autour du basket, voilà, les grands démagos, les grands donneurs de leçons, les grands on s'aime tous, on est une belle famille et qu'avaient 11 de moyenne en sport. Et tu vois ce que je veux dire? C'est tous ces gens-là, moi, qui m'insupportent à venir donner des leçons. On est dans un contexte, le match il est serré, on siffle, ça fait partie du jeu. Elle n'a pas pris des cailloux, elle s'est pas fait insulter, ça fait partie du jeu. Et Céline Dumer, qui est une immense joueuse, elle en a vu d'autres dans sa carrière. Donc arrêtez de venir parler à la place des gens pour dire ce qui se fait ou ce qui se fait pas. On sait très bien qu'il y a une limite et là, la limite, on en est loin. Elle s'est faite siffler. Alors peut-être un peu trop, c'est pas grave, peut-être trop. Alors l'accueil, moi, pour ce que dit Steph sur l'accueil, là oui, je suis tout à fait d'accord. Mais siffler quelqu'un qui est contre ton équipe à 2 minutes de la fin parce qu'elle a 2 lancers francs, que le match est serré, ça va quoi. Ça fait même partie du jeu. Et Céline Dumer, qui est une grande joueuse, je le répète, se faire siffler, c'est aussi donner, Steph, tu peux confirmer ça. Ça veut dire que les gens te respectent. C'est aussi te faire respecter et tu te crains. Et puis honnêtement, quand tu te fais siffler à l'extérieur, ça te fait galvaniser. Une belle victoire à l'extérieur contre un public hostile, c'est quand même le truc le plus kiffant dans le sport. Donc voilà, donc arrêtons de donner des leçons sur qu'est-ce qu'il faut faire, faut pas siffler, un tel, là on peut siffler ci, on peut siffler ça. Arrêtez, ça voilà. Ah, ça c'est dit. Merci en tout cas, messieurs. C'était important qu'on parle de ça parce que ça nous touche directement. C'est le sport qu'on aime. Voilà, on peut enchaîner avec Steph, il me regarde comme ça. On passe au deuxième tour de table, hein. C'est parti. Clock at 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, it's the game. Alors vous savez ce qu'on a vu cette semaine, vous ne savez pas ce qu'on a envie de voir dans les prochaines semaines. Eh ben Thomas va vous dire ça. Ouais, je commence si vous voulez. Moi, il y a un truc que j'ai plus envie de voir du tout. C'est le triangle, l'attaque en triangle chez les Knicks. Tu sais que j'ai lu que l'année prochaine, les Knicks joueront uniquement sur l'attaque en triangle. J'ai vu ça ce matin. C'est incroyable. Donc, juste pour vous mettre dans le contexte, quand il y avait Derek Fisher qui était coach ou Kurt Rambis, Phil Jackson a voulu imposer son attaque en triangle. C'est celle avec laquelle il a gagné avec Jordan, avec Kobe et Shaq, et ainsi de suite. Évidemment, quand tu as Jordan, Kobe, Shaq, Scottie Pippen dans un effectif, en général, tu vas au bout, même si tu joues sans système. L'attaque en cercle. Hein, là, le problème. On fait un cheval. Le gros problème, c'est que quand Melo est ta superstar, eh ben, ça déraille un peu. Donc, ils ont décidé, depuis l'All-Star Game, de remettre cette attaque. Là, on voit justement le bilan des Knicks cette saison. Depuis l'All-Star Game, ils ont joué 14 matchs pour 4 petites victoires avec donc l'attaque en triangle. Tu as amené Jeff Hornacek, qui n'est a priori pas un grand fervent supporter de ça, qui préfère le pick and roll, le jeu derrière. Et finalement, tu l'imposes. Moi, je pense que cette équipe, cette franchise, avec Phil Jackson à la tête, marche sur la tête. Non, c'est quoi déjà Se marche sur la tête. Se marche sur la tête, on a eu ce débat une fois. Après, Melo n'a pas été à l'école, donc il pense déjà qu'un triangle, il y a 4 côtés. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. T'es dur, il a fait un an à Syracuse quand même. T'es dur. Donc voilà, ouais, c'est foutu Nick. Moi, j'ai plus envie de voir cette semaine l'attaque en triangle, même si c'est vrai que ce débat autour de l'attaque en triangle, ça devient redondant et fatigant pour les supporters des Knicks parce que ça ne marche plus, quoi. Ça marche. Ou alors, tu sais quoi, je veux bien que tu l'essayes, mais si tu as les Warriors avec 3 joueurs majeurs, et là, je peux dire, oui, on peut peut-être essayer voir avec le basket moderne si ça existe. Mais là, quand tu as une équipe qui se qualifie même pas pour les playoffs depuis 2 ans et qui a des résultats dramatiques, viens pas me ressortir un truc. Il vaut mieux manger les triangles sur l'autoroute, c'est au début. Ouais, voilà, tranquille. Petit argument pour les maillots. Petit argument pour le triangle, c'est que Porzingis l'année dernière fait une bonne saison dans le système et qu'il s'y sent bien, quoi. Et donc c'est peut-être pour lui qu'ils vont faire ce truc-là. Il peut se sentir bien ailleurs que dans un triangle. Je me semble aussi. C'est un argument pour le triangle. Porzingis, fais-lui jouer flex aussi, ça marchera très bien. Je crois aussi. Mets-lui quelques backpicks sur du flex et des ouvertures d'écran, ça ira pas mal non plus. Steph, qu'est-ce que tu as envie de voir cette semaine? Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est la suite de cette histoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Rajon Rondo va organiser des petites vacances avec tous ses anciens coéquipiers de 2008, ceux qui ont été champions en 2008. Il organise des petites vacances, donc il essaye de reprendre contact avec tout le monde. Le seul à qui il a du mal, c'est PJ Brown, parce qu'il dit qu'il a disparu de la circulation, donc il a du mal à le retrouver. Qu'il appelle son oncle. Coach Brown, ouais, je suis là. Sauf que Ray Allen ne sera pas de la partie.
Parce que Rajon Rondo a fait un sondage auprès de ses anciens coéquipiers, invités pour l'occasion. Il a dit non, Ray Allen, on ne veut pas qu'il soit là. Pourquoi? Il vient de lui dire. Voilà, pourquoi? Parce que Ray Allen a été déclaré par ses coéquipiers être parti chez l'ennemi, chez Miami en 2012, alors qu'en 2011, c'est les Heat qui sort le Heat qui sort les Celtics en playoff, et Ray Allen rejoint après Miami Heat, et ses coéquipiers ont encore la haine. Et je peux vous lire une petite déclaration de Rajon Rondo ou pas? Combien? 18 lignes? Allez, vas-y. Alors, Rajon Rondo a dit ce n'était pas une bonne séparation. Nous étions en guerre avec ces gars-là, les joueurs du 8 en l'occurrence. Rejoindre l'ennemi, c'est du jamais vu dans le sport. Bon, en fait, non, ce n'est pas nouveau. Putain, c'est devenu commun maintenant. Avec la mentalité que nous avions, les gars que nous avions dans cette équipe, aucun d'entre nous n'aurait fait ça. Cela vous fait poser des questions sur la série, la finale de conférence entre les Celtics. Il est limite en train de dire dans quel camp il était. Ton sang n'était pas vert, mais ce n'est pas que moi qui pense ça. J'ai appelé 2 autres vétérans pour avoir leur avis à propos de la situation. Ils m'ont dit de laisser le groupe comme ça, sans Ray Allen. Moi, ça me. Franchement, tu sais que ces accusations-là, Iguodala, ça avait été pareil avec quand il était à Denver. Ils se font sortir au premier tour des playoffs par les Warriors. Et l'été qui suit, tac, il signe chez les Warriors. Et on lui avait dit, ah ouais, d'accord, c'est pour ça que tu as été dramatique en playoffs. Et il y a eu une réponse de Scott Pollard, qui faisait partie de cette équipe, qui a mis un tweet et dit, dis donc, Rajon, il n'y a pas que Ray Allen qui a été oublié. Moi non plus, je n'ai pas été contacté. Donc voilà, c'est sympa. Pas de réponse. Il y a Leon Poe aussi dans l'histoire? Tout le monde l'a oublié. Ouais, tout le monde l'a oublié, mais parce que l'homme chargé, là, il est chargé pendant juste une saison. Ah oui. T'es dur, c'était un des meilleurs. Bref, on s'en fout. Moi, il y a un truc, ce que j'aime bien, c'est que c'est bien la preuve que les rivalités en NBA, c'est pas terminé. Quand je vois ce genre de truc, quand tu changes de maillot et que tu vas chez l'ennemi, donc appelé l'ennemi, et que tu y gagnes un titre, et ben tes potes, ils ont le seum. Ouais. Donc les rivalités existent encore. Ben oui. Ben on est d'accord. Il y a que LeBron qui veut dire que les rivalités n'existent pas en NBA, elles existent, et encore heureux qu'elles existent. Et ben on est d'accord. C'est très bien comme ça. T'as vu quoi, toi? Tu as envie de voir quoi cette semaine? Moi j'ai envie de voir parce qu'on se rapproche de plus en plus des playoffs. Alors certains sont déjà sûrs d'y aller. Il y en a parlé de la course aux playoffs. Oui, il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus chaud. Et il y a des confrontations surtout qui vont être très intéressantes, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. On sait qu'à l'Ouest il reste 15 spots. C'est le 8e qui va se jouer entre Denver et les Portland Trail Blazers. Là on voit d'ailleurs Portland qui aura des matchs importants. Puis on va voir à l'Est Bulls, Bucks directement concernés. Heat, Pistons, celui-là, il va valoir son pesant de cacahuètes, sachant que les Pistons sont dramatiques en ce moment. Blazers, Nuggets, celui-là, il est très très bon. Au Pepsi Center. Mavericks, alors Mavericks, Pelicans, je l'aime bien. J'aime bien notre chef d'aide, excellent pour l'arrière, mais celui-là, je pense qu'il est juste pour Steph parce que les deux, ils n'iront pas. Il y a un Pistons, Bucks, donc voilà, il va y avoir beaucoup de matchs très intéressants. Et pour ces équipes-là, les playoffs ont déjà commencé, donc ça va nous donner des matchs à haute intensité. J'ai envie de voir ça. Et Denver qui a battu les Cavs le mercredi à jeudi. Une énorme raclousette. Raclousette, ouais, c'est un mot. François Clouzette, raclousette. Qu'on emploie dans les Hautes-Alpes. Allez. Bon, allez, c'est le moment de passer au jeu. Et cette semaine, on change de. Julien Lepers. On change de maître. C'est donc moi cette semaine qui prend en rêne le Wax Game. Oui, Wax n'est pas là, donc Erwan n'avait pas envie de le faire parce qu'il en a marre de ne pas jouer. J'avais envie d'être joueur, exactement. J'avais envie d'être joueur. Oui, je te connais. Joueur, mon garçon. Je trouve que le bureau te va très bien d'ailleurs. Ouais, je trouve aussi. D'ailleurs, on va peut-être penser à changer de place la semaine prochaine. Je vous ai concocté quelques trucs, hein, évidemment, un Formez-où, mais aussi le meilleur passeur de quelle année et enfin un qui suis-je extraordinaire. Vous êtes prêts pour le Formez-où? Allez, c'est parti. Je suis allé piocher dans les meilleurs rebondeurs. C'est quelle fac? C'est pas Formez-où? Oui, Formez-où. Quelle fac? C'est quoi la différence? Toi, tu vas à la fac, t'es formé. Je suis allé piocher dans les meilleurs rebondeurs de NBA cette année. Êtes-vous prêts? Premier, Dennis Jordan. Texas A&M, un truc comme ça. Texas A&M, bien joué. Drafté en 2008, 35e position. Ouais, un mec qui a quand même... Vous êtes prêts? On enchaîne. Hassan Whiteside. Hassan Whiteside. Clemson? Non. Il y a une marque d'écouteurs qui ressemble. Non. Qui commence par US. Une marque d'écouteurs, de baffes. C'est eux qui vont chercher des méchants quand ils s'enfuient de prison. Il y a Tommy Lee. Non, Tommy Lee Jones, il joue dans un film comme ça. C'était Marshall, les gars. Marshall. Ben oui. Une petite marque, non, ça vous dit rien? Bravo les mecs. 33e choix en 2010. On enchaîne avec Zach Randolph. Oh, Michigan State. Bien joué. 2001, 19e choix. Draft de Tony Parker, on s'en souvient. On enchaîne, ça fait 2-0 pour Erwan. Dédé Drummond.
Vous savez Connecticut. Bien joué. Ah, il a croisé Kemba Walker, non? Ouais, c'est possible. 2012, donc on doit à peu près être dans ces eaux-là. Jérémy Lamb, c'est sûr, mais... Jérémy Lamb, il était à Harvard. Richard Hamilton, c'est moins sûr, par contre. Ouais, il était à Harvard. Jérémy Lamb, il était à UConn. Donc on enchaîne avec le dernier. Vous êtes prêts? Il y a 3-0. Steph, tu te réveilles, s'il te plaît? Ah, c'est parti. Vous êtes prêts, le dernier? John Henson. North Carolina. Ça fait 4-0 pour Erwan. Steph? Ouais, ça m'intéresse pas, quelle fac. Ça m'intéresse pas, quand tu les as, ça t'intéresse. Première manche donc gagnée par Erwan Abotret. Ensuite, j'enchaîne avec une année. Vous me donnez quel était le meilleur passeur de NBA cette année-là. Vous êtes prêts? Complexe, ça. 1991. John Stockton. 1-0. 1992. John Mark Stockton. Jackson. 2-0 pour Steph. 1997. Mark Jackson. Erwan Abotret. Il avait été transféré aux Pacers alors qu'il avait commencé la saison Tu vois, aux Nuggets. Ça m'intéresse plus. Ah, vous êtes prêts? Moi, je joue, tu vois, je participe. Est-ce que vous êtes prêts? 2000. Ross Strickland. Non. C'est pas mal, c'était 99. 2000. T'as vu? Ouais, c'est pas mal. 2000, il jouait aux Suns à l'époque. Steve Nash? Non. L'autre. Jason Kidd? Jason Kidd. D'ailleurs, on souhaite un bon anniversaire à Jason Kidd, puisqu'aujourd'hui, il fête je n'ai pas l'âge, mais il fête son anniversaire aujourd'hui. Alors, j'espère que... 46, 47, j'ai une annonce à faire. Jason Kidd, s'il te plaît, pour ton anniversaire, rase-toi le bouc, frérot. Déjà qu'il se rase la tête, c'est bien. Ouais, mais le bouc... Chaque chose en son temps, poteau. On enchaîne, vous êtes prêts? 2002. Steve Nash? Non. 2002, il jouait à l'époque aux Cavs, avant que le... Terrell Brandon? Non. Passeur. Jason Williams? Non. Nos qualités athlétiques. Fait beaucoup de clubs. Il a joué à Denver aussi. On l'a vu. André Miller, c'est pour Erwan. Pas mal. C'est la dernière. Il y a 2-2. Il n'y a peut-être pas 2-2, mais j'ai envie de dire qu'il y a 2-2. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. L'année dernière, qui était le meilleur passeur? L'année dernière? Ouais, 2016. John Wall? Non. Je savais, ça allait vous piéger, ouais, bande c'est de bien nazes. vu, c'est Et je vous dis excellent. rien, je vous laisse comme des nazes. Il fait une saison dramatique. Ricky Rubio, non? Non, il fait pas une saison dramatique, lui. L'année dernière, cette année, il fait une saison On a dramatique. parlé Rajon Rondo. Rajon Rondo, bravo Steph. Bravo, Steph. Et l'ingé son, il saigne du Ouais, c'est sang clair. comme ça. Il est comme ça sur sa machine. Vous êtes prêts? On enchaîne avec le qui suis-je. Il y a donc un partout. C'est une vraie finale entre vous deux. Je suis très fier de vous voir comme ça. Est-ce que vous êtes prêts pour le qui suis-je? Attends, je souffle un peu comme dans le Grand Bleu. Vas-y. Je suis né à Brooklyn en 1978. Notorious Big. J'ai étudié 2 ans à Iowa State avant d'être drafté en 2001 en 27e position. Oh. Tranquille, mec. Laisse-nous réfléchir quand tu finis Je cette te laisse. phrase. J'allais finir. Attends, il y a des points. Hein. Je refais la phrase. J'ai étudié 2 ans à Iowa State avant d'être drafté en 2001 en 27e position par les Pacers. J'enchaîne. Rien qui vous vient là? Draft de Tony Parker? Ok. J'aimais porter un bandeau et je suis réputé pour mon style de jeu ambiance street. Jason Williams? Non. Non, c'est... je l'ai en plus. Skip to Bailou? Non, je faisais des crosses en match. Je jouais avec le numéro... Jamal Tinsley. Jamal Tinsley, bien joué! Yeah! Ma mère! Je jouais meneur, je jouais avec le numéro 11. J'ai été impliqué dans la plus grande bagarre de tous les temps. C'est vrai. Au Palace de Beverly Hills. Aucun de tes jeux, bravo. Bravo Stéphane Brun, je suis très fier de vous les garçons. Vous avez été bons, hein? Ah bah il a été meilleur que moi, Tiens, bravo. t'as gagné un ballon quand même. Jamal Tinsley. Jamal Tinsley, Gros ouais. passeur. Gros passeur, des petites passes D comme ça, il faisait des dribbles entre les jambes et tout. Non, il faisait kiffer Je Jamal sais pas qu'il Tinsley. était à Iowa State, ce chien. Iowa State. Iowa State. Iowa, absolument. Iowa. On peut enchaîner, Erwan. On a plein de trucs à raconter. On a plein de trucs à raconter. Et t'as pas ton ordi si t'as ton ordi? Ah, je suis bien ici. J'aurais dû prendre la main jusqu'à la fin, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit rappeler d'abord. On doit rappeler d'abord les jeux. N'oubliez pas que pour jouer, ça se passe dans les commentaires YouTube. Pour gagner des ballons qui seront gonflés, on vous le promet. On rappelle qu'il faut trouver... Je dis pas n'importe quoi. Voilà, ils sont comme ça à la fin. N'oubliez pas qu'il faut deviner, quoi donc, le nombre de passes décisives de Russell Westbrook ou de James Harden. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, partout et évidemment YouTube. On enchaîne avec un petit rappel. On vous rappelle que le 8 et le 9 avril, nous serons à la Video City, le grand salon des youtubeurs, plus de 200 youtubeurs, avec toutes les grandes stars, on va pas vous rappeler les mecs, mais il y aura Code Jordan,
On espère avec Il y aura nous un Wax. petit peu. Il y aura évidemment Wax, il y aura Steph, il y aura tous les copains qui seront autour de la table. Vous pourrez venir nous poser plein de questions, signer des autographes si vous avez envie, mais surtout parler de basket et peut-être Faire des choses. mettre. Si les autographes, on s'en fout. Peut-être Venez faire, parler de peut-être basket. faire des Mais c'est ce contrats que je avec dis. moi. Mais Et là, surtout. et là, Mais les amis, l'autre, il vend un contrat Peut-être comme si tu faire pouvais, un contrat comme avec si tu moi. pouvais faire un contrat avec Kobe, mais on s'en fout de faire un contrat non, mais avec parce que les Steph mecs ne Brown, mon gars. respectent pas derrière l'écran. Venez faire des one-one, les mecs, je serais chaud. Tout le monde t'adore. Mais qui te respecte pas? Tout le monde t'aime bien. Voilà. Mais il est fou celui-là. Tout le monde t'aime bien, mon gars. Il est malade ce garçon. Tu veux que je finisse, Erwan? Je vais Vas-y. jusqu'au bout. On se donne rendez-vous 21h. Non, on se donne rendez-vous demain pour le foot. Pour le à First 18h Talk avec Foot. JB de Terraform de Click. D'ailleurs, si vous aimez le cinéma et si vous aimez Michael Jordan, il y a une petite vidéo qu'on a mise sur les réseaux sociaux avec toutes les petites anecdotes sur Michael Jordan. On apparaît dedans et on s'est bien marré. Pardon? Il y a Coluche avec Michael Exactement. Jordan. On va pouvoir vous dire au revoir. On se retrouve demain. On se retrouve aussi dimanche pour le Snap Live. Ce sera sûrement évidemment Houston contre OKC. Et nous, on vous dit à la prochaine, les gars. Ciao l'équipe. Ciao, Erwan. Aïe. Oh, excuse-moi. Oh my goodness! That is illegal what he does. This is for the game. Oh my! James Harden with a buzzer beater. Goes to a slam dunk by Westbrook. Westbrook. Brooke Oh, what a move by Harden! Gets a dynamite dunk for Harden.